passe sur le virtuel. Vous voyez, donc c'est très avantageux. C'est bon? Donc, je vais, dans cette première partie, voir avec vous les concepts qui sous-tendent la recherche. On va se poser la question, pourquoi fait-on de la recherche? Les différents types de recherche, et puis les différentes étapes dans la conduite de la recherche. Donc, les concepts, OK? Qu'est-ce que la recherche? Donc, je vais passer avec vous certains scénarios et puis on va voir si est-ce que c'est de la... On va essayer de savoir est-ce que c'est de la recherche ou pas et pourquoi. Toto a écrit un rapport sur l'usage d'Internet au Québec après avoir bien étudié la littérature sur le sujet. Est-ce que c'est de la recherche? La réponse est non. Mario a complété une recherche sur le personnel de la faculté de sciences et génie et complété un document qui donne des infos sur l'âge, le salaire, les liens sociaux, etc. Est-ce que c'est de la recherche? La réponse est non. Jules a participé à un atelier pour le développement et il a préparé un rapport technique donnant quelques recettes. Il a fait cela en passant par une revue de la littérature et en questionnant les intervenants au niveau de l'atelier en question. Est-ce que c'est de la recherche? La réponse est non. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi? Mais parce que finalement, celui qui va venir, finalement, va dire, ouais, ben, c'est ça la recherche. Et en fait, pour répondre à la question, aux questions d'avant, ben, il faut comparer juste pourquoi finalement ces scénarios qui sont ici, comparativement à ce scénario-là, okay, ça ne fait pas exactement la même chose. Seb, manager d'une compagnie produisant des PC, reçoit des plaintes d'utilisateurs. Après quelques mois, la carte mère est HS. Seb demande aux techniciens les informations nécessaires en vue d'identifier les facteurs qui ont influencé le problème. Le problème, c'est-à-dire le fait que cette carte-là soit tombée HS. Et puis, première étape, collecte d'informations, collecte de données. Seb identifie alors le problème et émet des hypothèses. OK? Donc, il voit bien que telle ou telle partie donc, de la carte, c'est elle qui est incriminée. Et puis, il va dire, eh ben, possiblement, c'est ça, possiblement, c'est ça, et possiblement, c'est ça, ou il va émettre des hypothèses. Seb construit une grille et demande à des utilisateurs les informations nécessaires. OK? Donc, il va essayer d'aller chercher des réponses par rapport aux hypothèses en mettant une grille qui va donc essayer de rendre compte de plein d'informations à propos des hypothèses qu'il a mis de l'avant. Et ces informations-là, il va les demander au niveau des utilisateurs. Une fois qu'il a obtenu ces informations, il va analyser les données obtenues de la part des utilisateurs. Il va interpréter les résultats à la lumière des hypothèses et il va tirer ses conclusions. L'hypothèse 1 est confirmée, l'hypothèse 2 ne tient pas la route, l'hypothèse 3 ne tient pas la route et l'hypothèse 4 est partiellement peut-être valide. C'est bon. Donc, il va tirer une conclusion. Il peut très bien aussi, cette partie-là qui est là, et demander aux utilisateurs les informations nécessaires et voir ça en lien avec les hypothèses qu'il a mis de l'avant. Il peut les faire via un algorithme et via donc, la machine. Okay? Et puis, la machine va sortir des résultats. Il va donc voir ces résultats par rapport aux hypothèses. Est-ce que c'est de la recherche? La réponse est oui. Donc ici, on a une méthode scientifique qui, donc, la méthode va avec une séquence d'étapes ordonnée et donc très systématique.
Donc, on demande aux techniciens des informations nécessaires, on émet des hypothèses, on construit une grille, on demande aux utilisateurs et on voit les résultats par rapport aux hypothèses et on tire une conclusion. C'est bon? Donc, on a une séquence d'étapes ordonnée et systématique. Et puis, Seb, lui, ce qu'il a fait, il n'a pas sauté directement en conclusion, mais a utilisé une méthode scientifique qui consiste à faire de l'investigation en vue d'atteindre des conclusions. C'est bon? Donc, c'est une procédure, la recherche, ça suit une procédure systématique, OK? Et c'est ça, une procédure systématique qui suit donc une méthode scientifique d'investigation. C'est bon? Donc, vous voyez que par rapport à ce qui se passe ces derniers temps, on parle beaucoup de la COVID. Est-ce que c'est scientifique? Est-ce que c'est pas scientifique? Est-ce que le couvre-feu, il faut nous convaincre avec des choses scientifiques? Oui. Si les médecins, entre guillemets, ou je sais pas, tout le staff de Arruda avait suivi cette méthode-là, ben, ça serait une méthode scientifique. C'est bon? Et on aurait su, est-ce que le couvre-feu, finalement, a fait quelque chose ou n'a pas fait quelque chose? C'est bon? À sa décharge, à l'équipe de Arruda et la santé, c'est que le problème est un peu plus complexe quand ils font un peu des choses assez, comment dirais-je, comme les directives, par exemple, de la santé concernant la COVID. Ce qui est assez difficile, c'est qu'on a plein de contraintes qu'ils ont mis de l'avant, dont la contrainte couvre-feu, mais il y a le masque, il y a plein d'autres choses qui vont avec. Puis peut-être qu'il est assez difficile de faire ressortir qu'est-ce que ça a fait, OK, le couvre-feu tout seul, qu'est-ce qu'il a fait? Ces derniers temps, en machine learning, en informatique, en intelligence artificielle, on a fait ressortir quelque chose sur laquelle il est important il est important que vous le sachiez, c'est ce qu'on appelle l'ablation. Moi, je pense que cette méthode-là est très valable, c'est-à-dire quand on a ici plusieurs choses à tester, on ne sait pas si telle ou telle chose finalement est intervenue ou pas dans le modèle. Okay? Ce qu'on fait, c'est que le mot ablation, ça veut dire couper. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait l'expérimentation de tout ça et on voit quel est l'impact de tout ça sur le modèle qu'on a mis de l'avant. Ensuite, ce qu'on fait, c'est que, par exemple, pour savoir est-ce que le couvre-feu a eu un impact ou pas sur le nombre de morts ou le nombre qui se trouve à l'hôpital, aux urgences, ce qu'on fait, c'est qu'on coupe ça, ablation, et on coupe ça et on laisse que le couvre-feu. On est en simulation, on n'est pas, on simule. On est en simulation et on voit finalement est-ce que le couvre-feu va faire quelque chose ou pas. Ablation. Je reviendrai plus tard sur cet aspect-là quand on va voir les expérimentations. Donc, la recherche, c'est une recherche de faits ou de vérité sur un sujet. Et dit autrement, c'est une investigation organisée pour résoudre des problèmes, tester des hypothèses ou inventer de nouveaux produits. Donc, moi, j'ai mis l'accent juste sur, on émet des hypothèses, on récupère des informations, on modélise et on valide telle ou telle hypothèse. Et bien entendu, on peut aussi, bien entendu, on valide et on va plutôt éliminer d'autres hypothèses. OK?
Mais on peut aussi juste trouver une solution à un problème sans que ça soit via directement une hypothèse. Tout à l'heure, je suis parti sur des algos, ok, donc des algos avec une complexité en temps et en espace. Je suis assez étonné sur la plupart des gens qui font l'algo en informatique. Ils nous baratinent beaucoup sur le temps, mais très peu font l'algo en espace. Okay? Donc, un algo, ça peut exploser en espace avant que ça explose en temps. Ça peut exister, mais normalement, l'étude des deux est la bienvenue. Mais en tous les cas, on peut résoudre des problèmes comme l'algo pour lequel on va y trouver donc plutôt une version qui serait moins consommatrice de temps et moins consommatrice d'espace. Okay? Donc, on n'est pas sur le niveau des hypothèses, quoique. Mais d'autres problèmes peuvent exiger d'autres solutions ou une solution directe. Okay? Et dernier aspect de la recherche, on peut très bien aussi inventer de nouveaux produits, okay, bien qu'on soit ici dans la recherche applicative, mais ça existe aussi, concevoir des nouveaux produits directement. Donc, on suit des étapes ordonnées de manière logique, c'est ce qu'on a vu autour de l'exemple qu'on a vu et qui finalement matchait bien que c'est une recherche scientifique. Donc, ça vise à comprendre la nature du problème étudié et identifier les champs de connaissances en lien avec tel ou tel problème. C'est ça. Okay. Donc, le problème, on essaye de le comprendre. La question de recherche, on essaye d'abord de la comprendre. Okay. Et puis, de lui trouver tout ce qui peut l'entourer en termes de connaissances. Okay. On établit ensuite l'état de l'art, c'est-à-dire collecter la littérature pour comprendre comment les autres chercheurs ont approché le problème. Ça, c'est un aspect très important. Okay? On a une problématique, on fait l'état de l'art. Et l'état de l'art, ça veut dire on va collecter tous les articles, okay? Qu'ils soient des articles de conférences, de journaux ou bien juste de présentation, et puis on va voir comment finalement les autres chercheurs ont approché le problème. Donc, on va ensuite collecter les données de manière organisée, contrôlée en vue d'arriver à des décisions valides. On cherche à valider ou à confirmer et à infirmer des hypothèses. Et puis, à partir de ça, finalement, que ce soit computationnellement via des algos ou via une grille comme je viens de vous l'indiquer, en faisant donc des questions, en demandant aux gens finalement telle ou telle information. Et on va analyser les données et voir un peu comment ces données-là vont confirmer ou infirmer les hypothèses qu'on a mis de l'avant. Et puis là, on va tirer les conclusions qui s'imposent, okay, et faire les généralisations qu'il faut. C'est bon? En machine learning, en apprentissage machine, le problème de généraliser du particulier à un problème beaucoup plus général est quelque chose qui est assez important. Donc, je vais revenir dans les slides qui viennent sur le fait de généraliser. Voilà plus ou moins une vue systématique de la recherche. Identifier une question de recherche ou formuler le problème. Allez voir l'état de l'art, c'est ça ce qu'on vous demande via la bibliographie étendue.